السلام عليكم ورحمة الله. احنا برك في هدرار اللي ينقال له أصلا تراب البيضان. Je me permettrai de vous faire vivre une civilisation morte qui est restée antique, où chacun respecte l'autre et où chacun est resté lui-même. Tout ce monde nomade vit en parfaite harmonie et en parfait respect de l'autre, ce qui malheureusement dans ce monde est une valeur qui se perd. Ici, les anciens, les jeunes respectent les anciens et les anciens respectent les jeunes et chacun est resté dans sa place sociale que lui est réservée la coutume maure. Bonjour amis voyageurs, je me prénomme Jean. Mes amis Tom et Papito m'accompagnent dans ce nouveau voyage au pays des morts. Le sable, la roche noire, la fraîcheur parfois inespérée d'oasis perdues, les inlassables cordons de dunes aux couleurs orangées, la rudesse et la vie simple du désert, et aussi la rencontre avec le peuple nomade, les Hassani. À boire le thé sous la haïma, les grandes tentes du désert, est un spectacle, pour ne pas dire une drogue, dont on ne se lasse jamais. Cette année, pour ce nouveau voyage, j'ai invité Bodia, un ami et guide mauritanien, à m'accompagner. Pour ainsi, grâce à lui, m'imbiber encore plus dans son monde et ses subtilités. Des rencontres inattendues dans la magie de ces endroits perdus, désertiques, avec le peuple nomade, restera pour moi un souvenir qui ne s'effacera jamais. La Mauritanie, vaste terre de sable, est un pays magique, pourtant ignoré du monde. 1 million de kilomètres carrés pour 3 millions d'habitants donne une juste mesure de ce désert saharien. Nous allons nous concentrer pour cette intrusion au pays des morts autour de l'Adrar mauritanien, à la recherche de ses charmes cachés, ses oasis perdues, ses sublimes cordons de dunes et surtout à la rencontre d'un peuple nomade qui s'éteint tristement depuis une cinquantaine d'années. Nous arrivons au monolithe de Ben Amira, situé au nord de la frontière mauritanienne et juste au sud du Sahara occidental. Ce gros caillou est le 3e plus gros monolithe au monde, et c'est aussi le plus gros d'Afrique. Situé à une centaine de kilomètres au nord d'Attar, il est posé au beau milieu d'un univers de sable, ocre et fin. Sa silhouette s'impose de loin, à une dizaine de kilomètres. C'est un bloc de granit calciné, sorti de terre, une tache noire posée sur une mer de sable. Sa compagne, Aïcha, cachée juste derrière, est un autre monolithe légèrement plus petit. Et la légende raconte qu'autrefois ils étaient mari et femme, et que Aïcha, femme infidèle, a été chassée et pétrifiée par son mari jaloux. Aujourd'hui, nous partons vers la Sebkha Idjil. C'est un champ de neige de plus de 50 km². C'est la plus grande mine de sel de Mauritanie. Une vision étonnante dans ce monde de sable. Mieux connue sous le nom de la Sebkha Choumad, nom de la famille des propriétaires, elle était autrefois un point de départ des caravanes qui amenaient le sel à dos de chameau vers le Mali, le Niger et le Soudan. Les plaques de sel étaient une monnaie d'échange dans les principales oasis, et ce jusqu'à Tombouctou. La méthode d'extraction est toujours ancestrale. À l'aide de pelles et de pioches, les hommes creusent à la main pour atteindre la bonne couche de sel gemme. Plusieurs couches se succèdent et la dernière, environ à 1 mètre de profondeur, est d'une épaisseur de 20 cm. L'histoire raconte, en pays mort,
qu'un jour un berger faisait paître ses bêtes dans cette zone. Il aperçoit soudain le morceau d'une pierre blanchâtre dans le terrier d'un fouet-de-queue, un gros lézard du désert. Étonné, il le ramasse et le ramène à un grand érudit se nommant Choumad. L'érudit lui dit que sa pierre est une plaque de sel-gemme. Alors, dit-on, cet endroit se nomme depuis la Sebkha Choumad, et la famille y touche toujours, tous les ans, une quote-part de la récolte de sel. Le train de la SNIM, la Société nationale d'industrie minière mauritanienne. Alors là, je vais être un peu technique. Il y a 200 wagons, soit environ 2 km de long. Chaque wagon fait 10 mètres. Chaque wagon pèse 100 tonnes. Là encore, je vous laisse faire le calcul. Ce train parcourt 650 km en plein désert. Et il consomme 10 tonnes de carburant par passage. Alors c'est le train le plus long, le plus lourd et le plus lent du monde qui passe devant nous, dans un bruit assourdissant. Et il mettra tout simplement 2 km pour pouvoir s'arrêter. Une paille.
شديد يحاولوا بعض هذا عملنا فين يمشي مع بعض. Nous repartons du campement nomade en faisant taxi-brousse. Une femme Hassani souhaitant rejoindre le site d'Al Beyeb. Il y a eu un décès et elle veut assister la famille, nous dit-elle. Et puis, il y aura bientôt 2 nouvelles naissances. La vie continue. À El Beyeb, je veux retrouver le vieux Yeslem, pour le saluer bien sûr, puis pour partir avec lui, aller visiter un site néolithique, et ensuite découvrir son petit musée ensablé, installé dans une tikite. Tu parles français? Français? Achouya? Tu parles français? Hein? La famille là-bas? C'est la famille là-bas à El Beyeb? À toi? Le chef. Ouais. Papito, papito. Alors, on va accompagner madame à son campement, donc je suppose qu'elle va nous montrer le chemin. Auquel cas, je passe devant. شفتي هو يسرق قال لهم هون تفلك يبسر لا يعودوا خيامهم لهم الخيام الخلاط لا كانوا واعدين وقال انا لا نطرح عنده Ici, هذا يسرق ça c'est bon. هذا يسرق صباح Salam alaikum. السلام عليكم ياك لباس مرحبا Ça va ياك bien? الخير Ça va? ياك لباس ياك الخير ياك لباس ياك الخير ياك لباس واش كيف ياك لباس Yeslem. Je suis heureux de l'avoir retrouvé. Nous partons maintenant visiter tous les deux un site néolithique. Là-bas, c'est très bon, mais... C'est par là qu'on était passé. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens. Mais on ne sait pas maintenant la route. Parce que c'est fermé, c'est pas... Connais, direct, Ah, direct. au bout là, c'est ça? Tu tournes là-bas? Ouais, après. Droit? Ouais. Bon, là, comme tu vois, c'est un musée de la préhistoire. Un musée de la préhistoire et qui est découvert à peu près par Théodore Monod. Théodore Monod, il est venu ici en Mauritanie en 1970, 72, en cherchant la météorite, avec son chamelier qui s'appelle Mokhtar Oulbounta. Il est venu ici à Al Beyeb, avec les chameaux. Et il m'a trouvé, comme je parle un peu le français, ça lui fait plaisir. J'ai voulu lui vendre quelque chose, comme des buffades, des points de flèche, des choses préhistoriques. Donc il m'a dit, il ne faut pas vendre, il faut monter en musée. Et comme ça, tu gagnes l'argent chaque jour et ça reste pour le pays.
c'est la poterie. J'ai oublié ce que m'a dit Théodore Monod. Mais depuis le début du tourisme, en Mauritanie, je me rappelle ce que m'a dit Théodore, et j'ai monté les musées. Et voilà les musées. Tout ce qui est dans le musée, ça vient d'El Beya, presque d'El Beya, la zone d'El Beya. Comme les Bufas, depuis 8000 ans, 8 millions d'années, les Bufas. Et avec les Bufas, avant il n'y a pas de fer, il n'y a que la pierre. Et avec les Bufas, les gens creusent, coupent, tout, c'est le seul outil que l'on a. Il y a aussi le point de flèche. Il y a aussi beaucoup de choses comme tu vois dans le musée, et des choses préhistoriques. Et tout ce qui est dans le musée, ça vient d'El Beya. Là, ce sont les œufs d'Autriche, œufs Autriche. C'est trouvé ici, sous le sable, dans le digne ici, à El Beya. Ça montre surtout qu'avant, il y a des Autriches à El Beya qui existent. Là sont les dents d'un éléphant qui sont fossilisées, à peu près fossilisées. C'est trouvé dans le site d'El Beya, les dents d'un éléphant. Il vit à côté de l'eau, c'est-à-dire que c'est loin, c'est pas maintenant, depuis longtemps. La poterie, c'est pour mettre l'eau, le lait, comme ça, c'est la poterie. C'est ancien. Et voilà les Bufas. Tout ça sont des Bufas. Tout ça sont des Bufas. Avec les Bufas, l'homme il peut travailler, il peut creuser. Il y en a aussi qui coupent. Il y en a qui sont des haches. Il y en a des couteaux qui sortent de Bufas. Tu vois la pierre? La pierre là, c'est une pierre à peu près, une pierre silex. L'homme préhistorique, il prend une pierre, il attaque des éclats. Tu vois, les éclats? Il attaque des éclats pour faire des points de flèche, des haches, des outils comme ça. Avec la pierre. Ça, c'est une hache pour couper. Couper le bois ou les os, tout. Une hache. Là aussi, c'est une hache, mais ils sont différents. Avec ça, c'est pour gratter la peau d'animal. Ça, c'est pour gratter la peau, comme ça. Enlevez la peau. Après la pierre. Ça, c'est après la pierre. C'est après la pierre. Regarde, pour ça, on met un bâton ici, et pour tirer l'animal quand il rentre dans le trou. Pour le tirer, pour l'amener, avec celui-là. Avec celui-là, c'est pour attaquer les animaux. Les animaux, pour l'attaquer, pour le prendre. Le fusil là, c'est le premier fusil en Mauritanie. Le premier fusil en Mauritanie. Et... Attends. Regarde, c'est le premier fusil en Mauritanie. Et tu vois, on la charge d'ici. On met la balle d'ici. Et tu prends le feu et tu le mets ici et la balle s'en va. C'est comme ça. On l'appelle Gcham. Gcham. Le nom c'est Gcham. Gcham c'est le mot de quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu dis Gcham. Comme on dit trick. Ce sont les cornes d'un mouflon. Le mouflon. Le mouflon qui habite dans la montagne.
C'est pour traire les laits, pour traire les laits de moutons, de chèvres. C'est en bois, c'est fait en bois, pour traire les laits de chèvres, de moutons. Ça sert à ça. On met ça dans le filet, ça lui donne le poids pour que ça descend, pour chercher la pêche. Les boules là, c'est pour le, comment on appelle, c'est pour attaquer les animaux avec la fronde. Oui. La fronde. On met ça dans la fronde pour attaquer l'animal. Pour moi, ce qui me plaît, de continuer mon travail ici, pour que ça reste ici, pour la Mauritanie et pour les gens qui font la visite. Et ça reste toujours après moi. Ça reste toujours ici, après moi. Pour la famille et pour la Mauritanie. C'est ça, je pense à ça, toujours. Et je continue mon travail comme ça. Merci Yeslim. Merci. Nous quittons Yeslem dans son havre de paix, en direction nord-est vers Galahouina. Mais le vent de sable s'est levé. Il souffle de plus en plus fort et il finira par nous obliger à nous réfugier tout contre la Drare, la visibilité devenant de plus en plus difficile à supporter. Demain, il fera beau, Inch'Allah, me dit Baudia. Je lui ai demandé aujourd'hui, lorsqu'il fait sa prière, de bien vouloir demander à Allah qu'il fasse une trêve pour le vent du désert. Ce serait bien sympathique de sa part.
À mi-chemin entre Ouadan et Chinguetti, les anciennes villes de cette terre d'islam, l'oasis de Tanouchert est perdue au beau milieu du sable. Nous y faisons escale. La Palmeraie est habitée à l'année par quelques familles hassanies. Ils vivent ici sous la tente mort, la haïma, et bien sûr dans les tikites, leur petite maison traditionnelle, construite en branches de palmier. C'est d'une harmonie parfaite entre les belles dunes orangées, les majestueux palmiers dattiers, les petits jardins potagers, quelques troupeaux de chèvres, et bien sûr la beauté de tout ce monde mort qui vit ici au rythme de la nature. Nous quittons notre petit paradis après avoir remercié chaleureusement nos hôtes et nous nous enfonçons à nouveau dans les failles et dans le contrefort du massif de l'Adrar. Boidia retrouve un campement nomade. Ce sont des chameliers. Ils nous reçoivent sous la raïma et nous offrent du zrik. C'est du lait de chèvre dilué à l'eau et sucré, et aussi l'éternelle tournée des 3 thés de bienvenue. ولا المكتب الفرنسي صار جنسية عادي فالصليب جنسية موريتانية. سلوي للشامول وي مسي ايه تطرح سلوي للشامول بيتي اود خايف يجي واحد ثاني يقول هو دورة ثانية اللي هي قول المراكب به الإسبانية كان عبد الله بن عمر لا تتحاول تمشي خرص له وعيط له تماين جيناهم عمرهم مكانهم زين حالهم زين مناطهم زين مكانهم زين مكتوب ايوه ولدي قالت الشيء اللي عندنا ما تراعيه ولا ما يسوي شوين والحال سيء يعطي لهم قاعد ساي يصير لهم شيء يعني من لا الدنيا ما رأينا لها رشوة وكان حمل لها اصحاب عند الحي
Nous arrivons au-dessus de la palmeraie de Mariette, par la passe Est. Cette gigantesque palmeraie s'étire devant nous sur 4 ou 5 kilomètres. C'est la plus grande oasis de Mauritanie. La culture des palmiers dattiers est importante au pays des morts. Environ 200 familles vivent ici à l'année. Mais l'été, à l'occasion de la Guetna, la grande fête de la récolte des dattes, les nomades reviennent ici, dans la palmeraie de leurs ancêtres. Ils y laissent leurs femmes, leurs enfants, au repos dans la oasis, à la fraîcheur, et les bergers Hassani gardent leurs bêtes dans les lointaines vallées environnantes. Notre voyage dans l'Adrar mauritanien continue, encore et encore. Nous passons d'une beauté de la nature à une autre. Et nous quittons maintenant ce petit paradis, par une piste bien longue et bien caillouteuse, à la recherche de la Guelta d'El Berbara. La Guelta d'El Berbara est tout juste sublime de beauté. On ne peut rêver mieux. Une source d'eau claire, suinte contre la roche, de grands et de fins roseaux la ceinture. Et dans la faille de l'Adrar s'étire au loin une horde de majestueux palmiers dattiers. C'est un spectacle de toute beauté que l'on a découvert au milieu d'une fournaise de roches noires calcinées par le soleil. Le paradis est à nos pieds. Le massif de l'Adrar domine une région désertique au centre de la partie ouest mauritanien. Il constitue, avec le Tagant, le principal massif rocheux du pays. Un Adrar, traduit en langue berbère, est une montagne. Le climat y est désertique, sec et chaud, et les températures frôlent souvent les 50 degrés à l'ombre. Le massif rocheux est entrecoupé d'oueds secs et ensablés, de canyons profondément creusés par le vent et par l'eau, et puis remplis par le vent du désert de sable blanc. Dans les petites vallées avoisinantes sont nichées de nombreuses oasis et des palmeraies. On y trouve également quelques petits villages et aux alentours quelques campements nomades à la saison. Sur les plateaux rocheux, les champs de pierre brûlés par le soleil ont pris depuis bien longtemps des teintes noires, emmagasinant la chaleur la journée, la restituant pendant les nuits étoilées. Des pierres noires qui éclatent au fil du temps, explosant de chaleur. L'Adrar mauritanien, c'est également des panoramas grandioses avec d'impressionnants canyons contre lesquels les dunes blanches du désert viennent s'accrocher, se coller jusqu'au sommet à l'aide du vent. C'est un spectacle incroyable et d'une beauté pure dans un endroit du monde où le sable envahit tout.
Les contes en Mauritanie, me dira Baudia, fusent sous les haïmas, les grandes tentes blanches du désert. Ils jouent un rôle éducatif et aussi un rôle de transmission de connaissances. Les conteurs savent ici raconter des histoires qui permettent aux contemplatifs d'aller vers l'imaginaire. On peut citer par exemple l'histoire d'un roi au pouvoir magique qui parle aux animaux, et une fourmi qui déplace une montagne de sable pour aller retrouver sa bien-aimée. De quoi discutent-ils tous les deux? Alors ces histoires traînent la nuit et se transmettent de génération en génération depuis toujours. Ce sont des contes remplis de sagesse et de drôlerie. Ici, on déjeune sous une tikite ou un mahmel. C'est l'habitat traditionnel à côté des oasis. Il y a deux formes. Une forme carrée comme celle-là, qu'on appelle mahmel, et la tikite qui est ronde, faite en paille, comme celles qui sont devant. Ça, c'est l'habitat traditionnel des nomades quand ils sont en guettement. Pourquoi en paille? Puisque l'été, il y a un vent très très chaud et sec qui vient des continents qu'on appelle l'harmattan. Et sous cet habitat, la dame sort et verse un peu d'eau sur la paille. Et à l'intérieur, on a de l'air frais. Ça, c'est pour l'habitat de la Guetna. Ailleurs, on est sous des tentes faites avant en poil de moutons et de chèvres. Et aujourd'hui, vu que ça commence
à ne pas être abondant, puisque les bêtes, il n'y en a plus beaucoup, ils le font en tissu et c'est plus facile. Ils font des 4 couches ou 5 de tissu cousus entre elles et elles font la khaïma. Le dromadaire, en Mauritanie, est toujours le symbole de la richesse des nomades. C'est encore un moyen de locomotion, mais c'est aussi leur mode de vie et aussi de survie. Autrefois, ils vivaient exclusivement du lait de chamelle et de la viande des chameaux. Les dromadaires ont servi pendant très longtemps pour le commerce transsaharien. Ce commerce s'étendait sur des milliers de kilomètres et les caravanes descendaient du Maroc jusqu'à Tombouctou. Nous croisons une transhumance. Il y a environ 500 chameaux, nous dit Boudia, et ils sont tous la propriété d'une seule famille. C'est une démonstration de leur richesse. Les bêtes sont parties de Kifa, au sud du pays, et elles montent au nord. Ils vont parcourir environ 1000 km. L'herbe s'assèche au sud, et la pluie étant tombée au nord, ils vont maintenant chercher des herbages plus consistants. Et cette transhumance va durer environ 45 jours. بيات عنده مزمار وقوين عليه مداح جينا مودي قرارة اسمهية يصر يصر يعني هيه قليلين قال لا يقدو زوقوا قاعد هي مع ان السنة ما قالوا لا يزيد اموات ما هو داغر نحن ما نكسلو نعيمان ما نشتغل سنة يا الله لها ما نشتغل انا رايح ايه انا نعرف انهم قاعد نقروا ما نلود فم الى بعد يعودوا من المحيصر يصر يعني ايه قليلين قال لا يقدو زوقوا قاعد هي
spectacle. La nature se réveille, doucement. La mer est calme. Il n'y a pas un souffle d'air, il y a des oiseaux partout. Les petits pêcheurs là viennent poser ou tirer leur filet et en fait ils ramassent plein de poissons. C'est magnifique. Le ciel est chargé, mais j'aime bien la couleur. L'eau est presque verte, elle se rapproche du ciel. C'est magnifique. Un vrai bel endroit. Ça n'existe plus ça. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ça. En plus, il y a l'ergue d'Azéphale, qui est un ergue dunaire qui est quand même plusieurs centaines de kilomètres, qui vient mourir ici les pieds dans l'eau. Voilà, la nature dans toute sa beauté. C'était la séquence Nicolas Hulot. يسوى لا جيبيهم لي ما تعرفي جيبيهم لي وشوفوا تعرفي خذت بوتات انا قاعد بوتات ما نعرف ثم لا ثم لا حاج لا تشوفوا الأداء عميل 2020 وتمنت هذا بيبنا يقف Et bien voilà, l'incursion au pays des morts se termine déjà. Des paysages étonnants aux horizons lointains et la découverte d'un peuple nomade qui résiste encore un peu à notre civilisation. On ne peut pas rester insensible à ce désert de cailloux et de sable, une beauté simple mais grandiose, où la méditation retrouve largement sa place. Tous les soirs, je m'endors le nez dans les étoiles, regardant le feu s'éteindre doucement
et je revis lentement les journées magnifiques qui défilent dans ma tête. Je ne veux pas les oublier. زين ذو المناظر بدوية وزين الوديان النخل والركبة والريبال اللي ماشي. هذا ينجبر كان في موريتانيا. في الأرض اللي أهلها احتفظوا بثقافتهم وبمعيشهم البدوي. L'amour de la beauté du monde et de son peuple est tout ce que l'on trouve dans les déserts mauritaniens. Des vraies valeurs, des traditions fortes, la parole des hommes nomades qui ici ont gardé leurs vraies valeurs. Merci à vous de nous avoir fait confiance en m'accompagnant dans notre monde nomade. À bientôt, Inch'Allah. Je reste là, contemplatif, assis dans le sable. Il est encore un peu chaud. Je me délecte d'un dernier petit verre de thé vert que m'a très gentiment préparé Baudia. Et ce verre, il me raconte une bien belle histoire. Car le thé, la menthe et le sucre se sont bien mélangés. Ils sont tous les trois en parfaite harmonie. Mais c'est un parfum d'aventure qui s'éteint déjà. C'est la fin d'un rêve éveillé. C'était celui d'un très beau voyage au pays des morts.